Bonsoir. Je suis dans une situation très particulière. Le compte à rebours vient de commencer. D'être un orateur. Parce qu'on nous appelle les orateurs depuis... Enfin, toutes les personnes qui sont venues ici sont des orateurs. Donc je suis un orateur. Il faut que je me mette dans la place d'un orateur. En général, j'ai plutôt la place du chanteur, qui de temps en temps se permet de parler, de dire des choses. Pas trop, parce que quelquefois, on lui dit « chante !» Donc j'espère que ce soir, si je parle trop, vous ne me direz pas. Voilà. C'est ça. Non, vous ne me direz... C'est ça, vous ne me direz pas, chante aussi. Donc je vais essayer de vous dire des choses qui me sont importantes. Je suis devant une espèce de grand panorama qui est ma vie et qui comporte bien des choses, des anecdotes, des pensées, des prises de position personnelle à moi, enfin, et des joies, des souffrances. Alors après, il faut en faire quelque chose, peut-être vous le dire d'une manière un peu pas très pudique, mais les chansons ne sont pas très pudiques, sauf que dans une chanson, on enlève la date, on enlève les lieux, on enlève les noms, et ça devient les vôtres. Une tache, une ombre, et dans le désert, des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paie, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, sortie vers la Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, le prix que je paie, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Bonsoir y muy buenos días. Miroir, si has de ser mi espía. Madrid, Madrid, les choses que je pense sont un petit air d'accordéon rose quand il n'est pas avec moi. Toda una tarde en el Retiro, echando piedras a un farol. Els meus amors s'hi han derretido con tanta luz y tanto sol. Madrid, Madrid, me desesperas de tanto mover las caderas, van a llorar sobre ti. La 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 Ça a été la première chanson qui est arrivée à l'oreille d'un peu plus de... Merci. Qui est arrivée à l'oreille de plus de gens que ma famille, mes amis proches. Et j'ai été très étonnée après un grand labyrinthe pour arriver à l'enregistrer. C'était quelque chose, une histoire, une saga. Mais quand elle est arrivée à être connue, que j'ai vu que des personnes s'émouvaient sur cette chanson, c'est une grande leçon pour moi. Parce que je me suis aperçue à ce moment-là qu'un miracle s'opérait, parce que quand on est adolescent, on pense qu'on est incompris, puis après les années passent et on continue à penser qu'on est incompris, qu'on est seul au monde. Et puis on fait une chanson qui parle d'une chose
très très personnelle. Ma rencontre avec la capitale de mon enfance, à l'âge adulte, la capitale du pays de mon enfance à l'âge adulte. Et ceux qui écoutaient cette chanson ne connaissaient peut-être pas Madrid, enfin ils connaissaient le nom de Madrid, mais pas n'y être jamais allé, sans y être jamais allé. Et ensuite, ils recevaient, je pense, quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'étrange familiarité des lieux qu'on a aimés, dans lesquels on a été, où on se reconnaît, mais on ne se reconnaît plus, on n'y est plus. Donc la nostalgie qui en découle. Donc ce sentiment a été, pour moi, celui qui nous a rapprochés entre les personnes qui ont écouté et aimé cette chanson. Ensuite, s'est installé immédiatement quelque chose de très particulier qui, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, chaque fois qu'on rencontre, qu'on a quelque chose ou qu'on acquiert quelque chose ou que quelque chose nous arrive, on a immédiatement une peur qui s'installe, c'est la peur de perdre. Et j'ai détecté ça très très vite. Je me suis aperçu que le succès arrive et qu'ensuite s'installe autour de soi et en soi le désir de garder ça, de s'asseoir là-dessus. Et puis, du coup, ce qui est arrivé d'une manière un peu fortuite quand même, miraculeuse on va dire, devient une inquiétude et devient quelque chose qui ne nous rend plus heureux. J'ai observé un peu autour de moi mes collègues, les aînés qui étaient passés par là, et j'ai vu que leur visage était triste quand il n'y avait pas les caméras, les préoccupations, parce que la peur de perdre. Alors je me suis dit, la peur de perdre, finalement, qu'on a tous. On aime une femme, on aime un homme, et on a peur de le perdre. On a des enfants, on a peur de les perdre. On a une belle maison, une maison tout simplement, on a peur de la perdre. Un travail, on a peur de le perdre. Et à la fin des fins, arrive la perte totale, où quelqu'un dit « Bon, maintenant tu vas tout perdre, puisque c'est le destin de l'humain, de l'être humain, tu perdras tout. » Alors je me suis dit, en face de cette perte-là, tant pis, je risque cette perte du succès, je risque... Et je me suis fait des antidotes. J'ai continué à prendre le métro. On me disait, mais non, tu es une star maintenant, tu dois pas prendre le métro. Je disais, non. Dans le métro, tu ne me contrôles pas. Donc je continuais à faire une vie comme ça normale. J'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie en laissant ici des années... Pendant des années, je suis partie en Argentine, beaucoup. Je suis partie en Russie, beaucoup. J'ai même vécu. Et tout ça, ça m'a permis aussi que quelque chose se remette en jeu, que je ne sois pas simplement dans un fonds de commerce que je perpétue ou que je travaille toujours. Et ces voyages ont été ma survie artistique. Parce que du coup, je ne me suis jamais vraiment lassée. J'ai continué à aimer chanter sans avoir peur, sans me demander s'il faut toujours plaire, si ça va plaire, si ça va rapporter des sous, si ça va pas en rapporter. Et quelque part de la gare de l'Est, assis devant un café noir, je repense à mes faits et gestes, et je sais bien que je comprends pourquoi je lève toujours le cou, assis devant un café noir, à 200 mètres de la gare, j'ai l'impression d'avoir compris pourquoi vraiment, passionnément à la folie. J'ai toujours préféré la furie, l'arbre doré aux pépites, comme un cymbale en embuscade. Je me balade et je défie tous ceux dont la vue est trop basse. Mon monde important tout masse, comme un indien prolétaire, un bon revient musicien. Dans les interviews, on m'a souvent demandé pourquoi tu chantes, pourquoi vous chantez, pourquoi vous êtes devenu musicien, chanteur. Alors, chaque fois, j'ai trouvé une raison. J'ai acheté une guitare quand j'avais 14 ans avec mon père. Mon père chantait.
j'ai commencé à aimer tel ou tel disque, tout ça. C'était des raisons et c'était pas des raisons. Les raisons explicables à un journaliste qui a envie d'être compris quand il rapporte l'interview, mais je me suis aperçu que les vraies raisons sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus cachées, difficiles même à soi-même de les retrouver. Et je dois dire que ces raisons, elles sont dans l'enfance, par exemple. Dans l'enfance, où on a des visions. La vision de la maison de mes grands-parents qui se trouvait sur les hauteurs de Barcelone, mes grands-parents maternels qui se trouvaient sur les hauteurs de Barcelone, et d'où je voyais, encore à cette époque, je pouvais voir la mer. La mer et cet horizon, enfin l'horizon de la mer. C'était un peu loin, mais je voyais l'horizon. Et quelquefois un petit navire qui se détachait. Et cet horizon, je crois qu'une vision d'enfance, une vision pour un enfant de cet horizon, c'est toute une vie, quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux aller là. Je veux aller là, et derrière cet horizon, il y aura un autre horizon et un autre horizon. Donc les visions d'enfance sont quand même très importantes. C'est pour ça qu'aussi, je pense qu'aux enfants, il faut leur offrir la possibilité d'avoir des visions, des olfactions, des sensations. Et leur éviter la télévision et les tablettes qui, elles, ne donnent pas de vision. Donc les visions nous guident ensuite, parce que c'est là que la vérité... Lorca disait j'écris aujourd'hui ce que j'ai fait pendant mon enfance. Pendant une enfance, on ne rêve pas. L'enfant ne rêve pas, il fait dans sa tête, il bâtit, il voyage, il bouge. Et donc ces visions d'enfance m'ont amené certainement à avoir besoin de connaître. J'ai passé une frontière avec ma mère quand on avait 6 ans. Je me suis aperçu que dès qu'on passait une frontière, on les avait toutes passées. Une frontière, c'est une autre frontière, c'est une autre frontière, et le monde est à nous. Et ce sont les hommes qui nous mettent des murs, les êtres humains, nos semblables. Mais nous, quand on a passé une frontière, on s'aperçoit que d'autres choses existent, et c'est important pour un enfant. Donc ce besoin de connaissance que j'ai reçu quand j'étais enfant, je l'ai aussi reporté quand j'étais un peu adulte. À 18 ans, j'avais une prof de philo. Tout à l'heure, Philippe nous a expliqué qu'il était prof de philo. Les profs de philo, elles peuvent être des gens très importants. Et elle nous a fait des cours fabuleux. Et dans un des cours, j'ai lu, elle nous a fait lire un texte d'un philosophe allemand qui s'appelle Nietzsche, disent les Allemands. Et dans ce court extrait, il y avait une phrase, les chrétiens, enfin, on pourrait dire les gens qui ont des croyances, disent, que je ne me trompe pas, disent, je ne veux pas. Tandis qu'ils devraient dire, je ne peux pas. Et ils commencent à se mentir. Donc, pour moi, c'était une révélation. Je me suis dit, à 18 ans, alors on peut passer sa vie à se mentir, à se raconter à soi-même des salades, à s'imaginer quelqu'un d'autre, et nos actes, et nos pensées, et nos décisions, les fonder sur un mensonge personnel. Donc, ça a été pour moi aussi ce déclic où j'ai décidé que ma vie ne serait le moins possible consacrée à ce mensonge à soi-même. C'est-à-dire que quand on se ment à soi-même, on fausse la balance. Quand on ment aux autres, c'est comme le boucher qui met un papier un peu lourd sous la viande pour gagner quelques grammes ou quelques milligrammes. Mais quand on se ment à soi-même, c'est la balance qu'on a faussée. Donc après, on s'y retrouve plus. Et les mensonges qu'on se fait, les mensonges qu'on nous fait, tout devient un amalgame dangereux. Et on peut partir sur la route de la vie de cette manière-là. Donc j'ai essayé, je pense, le plus possible de ne pas aller dans cette direction. Et je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter une petite anecdote. Je chantais cette chanson. On t'a appris à te taire au milieu de forêts de gens qui portaient des muselières, qui portaient leurs pas. Comme ça, en plus de se taire, je dois goûter les fruits mûrs, ceux qui poussent en été, en hiver, de l'autre côté du mur. On t'a appris
ça dans un cirque. C'était une émission de télévision. Il y avait derrière moi les pensionnaires du cirque, que sont les éléphants. Il y en avait une dizaine. Et ces éléphants avaient tous un anneau. Les éléphants adultes avaient tous un anneau à la cheville qui était relié nulle part, avec une chaîne qui traînait. Quand j'ai fini la chanson, j'ai demandé au dresseur ou quelqu'un du cirque, je dis mais qu'est-ce que c'est cet anneau qui va nulle part? Il me dit c'est que aujourd'hui il serait trop difficile de les attacher, il faudra un baobab à chaque fois. Mais quand ils sont petits, on les entrave avec ça, réellement, avec un pieu. Et comme l'éléphant ensuite grandit avec cette idée qu'avec l'anneau il est entravé, il ne bouge plus, même adulte. Et là, pour moi, ça a été quelque chose de terrible. Une image terrible de ce que l'être humain, bien sûr, fait aux éléphants, ce qui est déjà pas mal, mais ce qu'il fait aussi aux enfants. Ce qu'on se fait à soi-même, ce qu'on nous a fait, ce que nous, on va faire aux autres. Et cette image terrible m'a révélé une grande vérité qu'il faut mettre comme un postulat de la vie: nous sommes libres. On a passé beaucoup d'énergie, nos parents, nous-mêmes, quand on élève des enfants, on passe beaucoup d'énergie à faire croire qu'on a les bras derrière, mais on n'a pas plus les bras derrière qu'on est esclave. On est juste conditionné à être cela. Donc je vous remercie pour votre écoute, et puis je voudrais vous laisser simplement cette phrase que Dostoïevski a prononcée, qui est magnifique. Non, il l'a écrite quand il avait aussi 18 ans, et il disait l'être humain est une énigme. Il n'avait pas encore écrit son œuvre. L'être humain est une énigme. Et si moi je passe ma vie à essayer de la résoudre, je n'aurai pas perdu mon temps. Voilà. Merci.